Dans un monde où 1% de la population mondiale possède 40% de la richesse de la planète. Dans un monde où 34 000 enfants meurent chaque jour de pauvreté et de maladies évitables. Où 50% de la population du monde vit avec moins de 2 dollars par jour. Une chose est claire, quelque chose ne tourne pas rond. Et que nous en soyons conscients ou non, le moteur de toutes nos institutions établies et de la société elle-même est l'argent. Donc, comprendre cette institution de politique monétaire est essentiel pour comprendre pourquoi nos vies sont telles qu'elles sont. Malheureusement, l'économie est souvent perçue avec confusion et ennui. Les flux ininterrompus du jargon financier secondé de mathématiques dissuadent rapidement les gens de tenter de la comprendre. Pourtant, le fait est que la complexité associée au système financier est un simple masque conçu pour dissimuler une des structures les plus paralysantes que l'humanité ait jamais subies. Il y a quelques années, la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a produit un document intitulé Modern Money Mechanics. Cette publication a détaillé la pratique institutionnalisée de création d'argent utilisée par la Réserve fédérale et le tissu de banque commerciale mondiale qu'elle supporte. Sur la page de garde, le document déclare son objectif. Le but de ce livret est de décrire le processus fondamental de création d'argent dans un système bancaire de réserve fractionnaire. Il procède alors à la description de ce processus de réserve fractionnaire par l'intermédiaire de différentes terminologies bancaires. Une traduction qui donne quelque chose comme suit. Le gouvernement décide qu'il a besoin d'argent, donc il appelle la Réserve fédérale et demande, disons, 10 milliards de dollars. La Fed répond, certainement, nous vous achetons pour 10 milliards de dollars en obligations d'État. Donc, le gouvernement prend quelques morceaux de papier, il y dessine quelques motifs officiels et les appelle bons du trésor. Il les évalue à 10 milliards de dollars et les envoie à la Fed. À leur tour, les gens de la Fed déploient un tas tout aussi impressionnant de morceaux de papier. Seulement, cette fois, ils sont appelés billets de la Réserve fédérale représentant également une valeur de 10 milliards de dollars. La Fed échange alors ces billets contre les obligations. Une fois cet échange complété, le gouvernement prend les 10 milliards en billets de banque et les dépose dans un compte bancaire. Et de ce dépôt, les billets deviennent officiellement de l'argent légal, ajoutant 10 milliards au stock en devises américaines. Et voilà, 10 milliards de dollars tout neufs ont été créés. Bien sûr, cet exemple est une généralisation, car en réalité, cette transaction se produit par voie électronique, sans aucun papier. En fait, seulement 3% de devises existent physiquement. Les autres 97% existent essentiellement dans des ordinateurs. Maintenant, les obligations d'État sont par conception des instruments de dette. Et quand la Fed achète ses obligations avec de l'argent qu'elle a créé réellement de toutes pièces, l'État promet en fait de rembourser cet argent à la Fed. En d'autres termes, l'argent a été créé à partir d'une dette. Ce paradoxe troublant pour l'esprit, de la façon dont l'argent ou une valeur peut être créée à partir d'une dette ou obligation, deviendra plus clair au fur et à mesure. Donc, l'échange a été fait, et maintenant 10 milliards de dollars attendent dans un compte bancaire commercial. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Comme fondé sur la pratique des réserves fractionnaires, ce dépôt de 10 milliards de dollars devient instantanément partie des réserves de la banque comme tous les dépôts le sont. Et en respectant des conditions des réserves comme indiqué dans Modern Money Mechanics, une banque doit légalement maintenir des réserves égales à un pourcentage obligatoire de ses dépôts. Ce qu'il quantifie ensuite en déclarant, en vertu de la réglementation en vigueur, la réserve exigée pour la plupart des comptes transactionnels est de 10%. Ce qui signifie que pour un dépôt de 10 milliards de dollars, 10%, soit 1 milliard, est retenu en tant que réserve obligatoire, alors que les 9 milliards restants sont considérés comme un surplus de réserve et peuvent être utilisés comme la base de nouveaux prêts. Maintenant, il est logique de présumer que ces 9 milliards sont générés à partir du dépôt de 10 milliards. Toutefois, ce n'est en réalité pas le cas. Ce qui se passe réellement est que les 9 milliards sont tout simplement créés de toutes pièces, en plus du dépôt de 10 milliards existant.
Et voici comment le stock d'argent est gonflé. Comme indiqué dans Modern Money Mechanics, bien sûr, elles, les banques, ne paient pas réellement les emprunts avec l'argent qu'elles reçoivent en dépôt. Si elles le faisaient, aucun argent supplémentaire ne serait créé. Ce qu'elles font lorsqu'elles réalisent un prêt est d'accepter des obligations, contrats d'emprunt, en échange d'avoirs. En d'autres termes, les 9 milliards peuvent être créés à partir de rien. Maintenant, supposons que quelqu'un arrive dans une banque et emprunte les 9 milliards nouvellement disponibles. Ils vont alors certainement prendre cet argent et le déposer dans leur propre compte bancaire. L'opération se répète alors, car ce dépôt fait devient partie des réserves de la banque. Soit 10% sont isolés et à nouveau 90% des 9 milliards ou 8,1 milliards sont maintenant disponibles comme argent nouvellement créé permettant de nouveaux emprunts. Et bien sûr, ces 8,1 peuvent être prêtés et déposés à leur tour créant 7,2 milliards supplémentaires, puis 6,5 milliards, puis 5,9 milliards, etc. Ce cycle de dépôt-emprunt d'argent peut techniquement continuer à l'infini. Le résultat mathématique moyen résultant est qu'environ 90 milliards peuvent être créés à partir des 10 milliards d'origine. En d'autres termes, pour chaque dépôt fait dans le système bancaire, environ 9 fois le montant peut être créé de toutes pièces. Donc, maintenant que nous comprenons comment l'argent est créé par ce système bancaire de réserve fractionnaire, une question logique, encore illusoire, peut venir à l'esprit. Quoi donc donne réellement sa valeur à l'argent nouvellement créé? La réponse, l'argent qui existe déjà. Le nouvel argent vole essentiellement sa valeur en stock existant. Comme le stock total est accru sans se soucier de la valeur en biens et services, et comme le stock et la demande définissent l'équilibre, les prix augmentent, diminuant le pouvoir d'achat de chaque dollar. Ceci est généralement dénommé inflation. Et l'inflation est essentiellement une taxe cachée sur les citoyens. What is the advice that you generally get? And that is inflate the currency. They don't say debase the currency. They don't say devalue the currency. They don't say cheat the people who are saved. They say lower the interest rates. The real deception is when we distort the value of money. When we create money out of thin air, we have no savings, and yet there's so-called capital. So my question boils down to this. How in the world can we expect to solve the problems of inflation, that is, the increase in the supply of money, with more inflation? Bien sûr, ce n'est pas possible. Le système de réserve fractionnaire de l'expansion monétaire est fondamentalement inflationniste, car le fait de dilater la provision d'argent sans avoir une croissance proportionnelle des biens et des services dans l'économie dévaluera toujours une monnaie. En fait, un bref aperçu historique sur la valeur du dollar américain en comparaison avec le stock d'argent reflète complètement cette observation. Une relation inversée est évidente. $1 en 1913 nécessiterait 21,6 $ en 2007 pour une valeur équivalente, ce qui représente une dévaluation de 96% depuis que la Réserve fédérale existe. Maintenant, si cette réalité d'inflation inhérente et perpétuelle semble absurde et se mordre la queue économiquement, attendez un instant, car absurdité est un euphémisme comparé au fonctionnement de notre système financier. En effet, à l'intérieur de notre système financier, l'argent est une dette, et une dette est de l'argent. Voici un diagramme du stock d'argent américain entre 1950 et 2006. Voici un diagramme de la dette nationale américaine durant la même période. Intéressant est-il, les tendances sont pratiquement les mêmes. Car plus il y a d'argent, plus il y a de dettes. Plus il y a de dettes, plus il y a d'argent. Autrement dit, chaque dollar de votre portefeuille est dû à quelqu'un par quelqu'un. Car n'oubliez pas, le seul moyen pour l'argent d'exister est par l'intermédiaire d'emprunts. Par conséquent, si tout le monde dans le pays était capable de payer tous les dettes, y compris l'État, il n'y aurait pas un dollar en circulation. Je dirige un groupe à Interpol qui travaille sur les opérations financières en rapport avec le crime organisé. Tous ceux qui ont été en position de menacer cette banque sont soudain morts ou ont disparu. Monsieur Calvini, nous aimerions savoir pourquoi une banque achèterait pour des centaines de millions de dollars de systèmes de guidage et de contrôle de missiles. Pourquoi la banque engage-t-elle autant de capitaux et de ressources pour vendre ces missiles?
Les armes légères sont les seules armes utilisées dans 99% des conflits dans le monde. Et personne n'a la capacité de les fabriquer plus vite et moins cher que la Chine. Ça ne produira pas suffisamment de bénéfices. Non, il ne s'agit pas de faire des bénéfices sur des ventes d'armes, mais d'avoir la maîtrise. Maîtriser le marché des armes? Maîtriser le conflit? Non. Leur objectif n'est pas de maîtriser le conflit. C'est maîtriser la dette que le conflit produira. Voyez-vous, la valeur réelle d'un conflit, sa vraie valeur, elle est dans la dette qu'il crée. Si vous maîtrisez la dette, vous maîtrisez tout. Vous trouvez ça affligeant, n'est-ce pas? Mais c'est l'essence même de l'industrie bancaire depuis toujours. Nous rendre, tous que nous soyons, des nations ou des individus, esclaves de nos dettes. En fait, les banquiers internationaux ont réussi à installer une banque centrale en 1913, la Réserve fédérale. Et aussi longtemps que cette institution existe, une dette perpétuelle est garantie. Maintenant, jusqu'ici, nous avons discuté du fait que l'argent est créé de toutes pièces au travers de prêts. Ces prêts sur des réserves bancaires et ces réserves sont dérivées de dépôts. Et au travers de ce système de réserves fractionnaires, chaque dépôt peut créer 9 fois sa valeur d'origine. Après quoi, la dévaluation du stock d'argent existant hausse les prix dans la société. Et comme cet argent est créé au travers de dettes et circule aléatoirement dans le commerce, les gens deviennent détachés de leur dette d'origine et un déséquilibre existe lorsque les gens sont forcés à rivaliser pour du travail afin d'extraire suffisamment d'argent du stock monétaire pour subvenir à leurs besoins. Aussi dysfonctionnel et arriéré que tout ceci peut paraître, il y a encore une chose qui a été omise de cette équation. Et c'est cet élément de la structure qui révèle toute la frauduleuse nature du système lui-même. L'application d'intérêts. Quand l'État emprunte de l'argent à la Fed ou qu'une personne emprunte de l'argent à une banque, il doit presque toujours rembourser avec des intérêts bruts. En d'autres termes, presque chaque dollar qui existe doit au final retourner dans une banque avec les intérêts payés également. Mais si tout l'argent est emprunté à la banque centrale et est gonflé par les banques commerciales au travers de prêts, seulement ce qui est dénommé comme le principal est créé depuis le stock d'argent. Alors maintenant, où est l'argent permettant de couvrir tous les intérêts dus? Nulle part. Il n'existe pas. Les ramifications de cette disposition sont renversantes, car le montant d'argent dû aux banques excédera toujours le montant d'argent disponible en circulation. C'est pourquoi l'inflation est constante dans l'économie, car de l'argent frais est toujours nécessaire pour aider à couvrir le déficit perpétuel intégré au système causé par le besoin de payer les intérêts. Ce qui signifie aussi que mathématiquement, les défaillances et la banqueroute sont littéralement incorporées au système et qu'il y aura toujours des laissés pour compte de la société qui n'auront que des miettes. La justice. C'est impossible. Pourquoi? Parce que votre idée de la justice est une illusion. Vous ne comprenez pas que le système même que vous servez et protégez ne permettra jamais que quoi que ce soit arrive à la banque. C'est le contraire. Le système garantit la sécurité. Parce que tout le monde est impliqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout le monde? Le Hezbollah, la CIA, le cartel de la drogue colombien, la mafia russe, le gouvernement de l'Iran, d'Allemagne, de Chine, votre gouvernement, chaque société multinationale, tout le monde, ils ont tous besoin de banques pour qu'ils puissent fonctionner dans les zones grises et les zones noires. Et c'est pourquoi vous et moi allons être discrètement éliminés avant que toute procédure contre la banque arrive jamais devant un tribunal. Il y aura toujours des laissés pour compte de la société qui n'auront que des miettes.
Ils transfèrent invariablement les véritables biens de l'individu vers les banques, car si vous n'êtes pas en mesure de payer votre hypothèque, ils prendront votre propriété. C'est particulièrement rageant quand vous réalisez que non seulement ce défaut est inévitable dû aux pratiques de réserve fractionnaire, mais aussi par le fait que l'argent que la banque vous a prêté n'existe pas légalement en premier lieu. Vous rappelez-vous de ce que Modern Money Mechanics déclare à propos des prêts? Ce qu'ils font, lorsqu'ils accordent un prêt, est d'accepter des obligations en échange de fonds. Les réserves sont inchangées par la transaction d'un prêt, mais déposer des fonds constitue un ajout au total des dépôts du système bancaire. En d'autres termes, l'argent ne provient pas de leur actif existant. La banque invente simplement, ne mettant en jeu rien du tout, hormis son obligation théorique sur papier. À chaque fois que vous empruntez de l'argent à une banque, que ce soit pour une hypothèque ou une facture par carte de crédit, l'argent que l'on vous donne n'est pas seulement contrefait, il est illégitime comme forme de contrepartie, car la banque n'a jamais été en possession de cet argent. Ce qui nous amène à l'ultime question. Pourquoi? Un document interne circula entre différents intérêts banquiers anglais et américains, déclarant « L'esclavage n'est autre que la possession du travail et porte avec lui le soin des travailleurs ». Alors que le plan européen est que le capital doit contrôler le travail en contrôlant les salaires, ce qui peut être fait en contrôlant l'argent. La politique de réserve fractionnaire perpétrée par la Réserve fédérale qui s'est répandue en pratique dans la grande majorité des banques dans le monde est en réalité un système d'esclavage moderne. Pensez-y. L'argent est créé à partir de dettes. Que font les gens lorsqu'ils sont débiteurs? Ils se proposent à l'embauche pour rembourser. Mais si l'argent ne peut être créé qu'à partir d'emprunts, comment la société peut être délivrée des dettes? Elle ne peut pas. Et c'est l'objectif. Et c'est la peur de perdre ses avoirs, secondée par la lutte pour garder le dessus, avec une dette perpétuelle et l'inflation inhérente au système, aggravée d'une pénurie incontournable dans la provision d'argent même, créée par des intérêts qui ne pourront jamais être remboursés, qui gardent l'esclave salarié dans ce chemin. Courant sur une roue de hamster, avec des millions d'autres, en effet propulsant un empire qui ne bénéficie réellement qu'à une élite au sommet de la pyramide. Car, à la fin de la journée, pour qui travaillez-vous réellement? Les banques. L'argent est créé dans une banque et inévitablement finit dans une banque. Ce sont les véritables maîtres, accompagnés des corporations et des gouvernements qu'ils supportent. L'esclavage physique oblige à nourrir et loger les gens. L'esclavage économique oblige les gens à se nourrir et se loger eux-mêmes. C'est l'une des arnaques les plus ingénieuses de manipulation sociale jamais créées, et à la base, c'est une guerre invisible contre la population. La dette est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés, et les intérêts sont ses munitions principales. Et comme la majorité vit ignorante de cette réalité, les banques, en association avec les gouvernements et les corporations, continuent à perfectionner et étendre leurs tactiques de guerre économique, générant de nouvelles bases, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, tout en inventant un nouveau type de soldat, la naissance de l'assassin économique. Taxer les banques pour aider les pauvres, mais je ne crois pas que ça fonctionnera. C'est très compliqué et ça serait un coup dur pour tout le secteur bancaire. Qui s'est vu attribuer des milliards d'euros provenant des contribuables pour le faire perdurer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et qui continue toujours à se verser des milliards d'euros de bonus. En effet. Et donc cette taxe pourrait être prélevée sur les opérations boursières des marchés financiers. Options et obligations, produits dérivés, achats de devises, etc. C'est exact. Oui, c'est à peu près ça. C'est extrêmement complexe. Donc, les acteurs des marchés financiers donneraient combien pour chacune de leurs transactions 25%? Non. Non, pas autant. 10%? Non. 5%? Non plus. Pas 5. Plus ou moins? Légèrement moins. 1%? Pas tout à fait. 0,5%? Non. 1 pour 1000?
Non. La moitié, ce qui ferait 0,05% de chaque transaction. Oui, c'est à peu près ça. Il arriverait parfois que ce soit encore moins. Aux yeux du monde, ce n'est qu'une infime partie. Je l'accorde. Oui, vous avez raison. Et combien est-ce que ça générerait d'argent pour aider les plus pauvres? Une quantité non négligeable. 1 million d'euros par an? Non, plus que ça. 100 millions d'euros? Plus. 500 millions? Eh bien... 1 milliard par an? Non, c'est légèrement plus que ça, il paraît. 10 milliards? Plus. 50 milliards? Oui, ça semble correct. En fait, il semblerait que ce soit plus de 100 milliards d'euros. Ce serait en réalité plus du double. Oui, c'est possible. Parfait. Alors que je comprenne bien, une petite taxe sur les transactions financières pourrait générer chaque année des milliards pour sauver la vie des gens les plus démunis, financer la lutte contre les changements climatiques, ou les services de base, comme la santé ou l'éducation, dans le monde entier. Ouvrez les yeux et comprenez l'avidité insatiable de cette élite satanique qui nous assomme toujours de plus d'impôts. Moins de 0,02% des transactions financières pour éradiquer la famine mondiale. Mon Dieu. Eh bien oui. Oui, c'est effectivement... Est-ce que ça permettrait... J'en sais rien. C'est peut-être... pas une si mauvaise idée. Les politiques, les financiers, l'élite, les forces de l'ordre et les militaires ne nous viendront pas en aide. Ils sont asservis au système. La force, c'est nous. Le pouvoir, c'est le peuple. Avez-vous entendu parler de l'Islande récemment? Non? Pourquoi? Si quelqu'un croit qu'il n'y a pas de censure actuellement, qu'il nous dise pourquoi on a tout su au sujet de ce qui se passe en Égypte, en Syrie et en Libye, et pourquoi les journaux n'ont absolument rien dit sur ce qui se passe en Islande, eh bien, écoutez bien ceci. En Islande, le peuple a fait démissionner un gouvernement au complet. Les principales banques ont été nationalisées et il a été décidé de ne pas payer la dette contractée par ces dernières auprès des banques de Grande-Bretagne et de Hollande, dette générée par leur mauvaise politique financière. Une assemblée populaire vient d'être créée pour réécrire la Constitution, et tout cela pacifiquement. Toute une révolution contre le pouvoir qui a conduit à cette crise. Voilà pourquoi rien n'a été publié. Depuis plusieurs mois, puis même on pourrait dire depuis 2 ans, là, on n'a pas vu grand-chose. Que se passera-t-il si les citoyens du monde en prenaient exemple? Brièvement, voici l'histoire des faits. 2008, la principale banque du pays est nationalisée. La monnaie s'effondre, la bourse suspend son activité, le pays étant banqueroute. 2009, les protestations citoyennes contre le Parlement font que des élections anticipées sont convoquées. Elles provoquent la démission du premier ministre et en bloquent de tout le gouvernement. La situation économique désastreuse du pays persiste.
par le biais d'une loi, il est proposé à la Grande-Bretagne et à la Hollande le remboursement de la dette par les paiements de 3 500 millions d'euros. Un montant qui doit être payé mensuellement par toutes les familles islandaises là, pendant les 15 prochaines années, à un taux d'intérêt de 5 %. 2010, le peuple descend à nouveau dans la rue et demande que la loi soit soumise à référendum. En janvier 2010, le président refuse de ratifier cette loi et annonce qu'il y aura une consultation populaire. En mars, le référendum a lieu et le non au paiement de la dette remporte 93 % des voix. Pendant ce temps, le gouvernement a entamé une investigation pour régler juridiquement la responsabilité de la crise. Les détentions de plusieurs banquiers et cadres supérieurs commencent. Interpol lance une enquête et tous les banquiers impliqués quittent le pays. C'est comme des rats qui quittent le navire, là. Dans ce contexte de crise, une assemblée est élue pour rédiger une nouvelle constitution qui reprend les leçons apprises de la crise et qui se substitue à l'actuelle, qui est une copie, dans le fond, de la constitution danoise. Pour ce faire, on a recours directement au peuple souverain. On élit 25 citoyens sans filiation politique parmi les 522 qui se sont présentés aux candidatures. Pour cela, il faut être majeur et recueillir le soutien de 30 personnes. Assez simple. L'Assemblée constituante commence ses travaux en février 2011 afin de présenter, en partant des avis collectés dans les diverses assemblées qui ont eu lieu dans tout le pays, un projet de grande charte. Elle doit être approuvée par l'actuel Parlement ainsi que par celui qui sera constitué après les prochaines élections législatives. Voici en bref l'histoire de la Révolution islandaise. Démission en bloc de tout un gouvernement, nationalisation de la banque, référendum pour que le peuple puisse se prononcer sur des décisions économiques fondamentales, emprisonnement des responsables de la crise, réécriture de la Constitution par les citoyens. Nous a-t-on parlé de ça dans les médias européens, canadiens, américains, japonais, dans le monde, partout? Est-ce que les médias de masse ont même touché au sujet? En a-t-on parlé dans les débats politiques, radiophoniques ou télévisés? A-t-on vu des images de ces faits à la TV? Bien sûr que non. Il y a ben trop de monde qui regarde. Le peuple islandais a su donner une leçon à tout le monde entier en affrontant le système et en donnant une leçon de démocratie au reste du monde.